Mesdames, Messieurs, l'armée de terre vous présente aujourd'hui le rôle et la place des forces armées terrestres dans la gestion globale des crises. La complexité des crises actuelles, le nombre croissant d'acteurs impliqués et la nécessité de rétablir la stabilité dans la durée imposent la mise en œuvre d'une approche globale. Celle-ci consiste en la synergie des différents intervenants dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité et du développement économique et social en vue d'un règlement durable de la crise. Elle apporte une réponse multidimensionnelle en assurant une coordination de l'ensemble des protagonistes, tant civils que militaires, locaux, nationaux et internationaux. Les forces armées terrestres restent plus que jamais des acteurs incontournables de la gestion globale des crises, capables d'intervenir au cœur de cet environnement complexe pour maintenir ou rétablir les conditions de sécurité nécessaires à la stabilité. Elles apportent une capacité d'action à travers les 5 volets constitutifs de l'approche globale: la pression internationale, l'intervention, la formation, la gouvernance et l'aide à la reconstruction. Elles peuvent enfin opérer à travers tout le spectre des crises, de la catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire national jusqu'au conflit interétatique, en passant par la crise sécuritaire régionale. Cette diversité des capacités d'action des forces armées terrestres va maintenant vous être présentée sous la forme de 3 tableaux dynamiques. Le premier présentera la diversité des capacités, spécialisées ou non, qu'elles peuvent engager dans les crises sur le territoire national en protection ou en soutien des populations. Le deuxième illustrera leur capacité d'intervention en urgence dans des crises à l'étranger en s'adaptant à tout type d'environnement. Le troisième démontrera leur aptitude à conduire des actions de combat décisives dans une crise de haute intensité. Durant un peu plus d'1 heure face à vous, 3 tableaux et 4 portraits vous permettront d'appréhender la variété des missions et la richesse des hommes et des femmes de l'armée de terre. Pour vous permettre de profiter pleinement de cette démonstration et de respecter d'évidentes règles de sécurité, nous avons compressé volontairement les distances d'engagement et adapté nos procédures. Pour en assurer la meilleure diffusion, des équipes images couvriront les actions. Alors, je me suis engagée dans l'armée de terre le 2 mai 2017. Et donc, je suis parisienne et je suis arrivée dans les troupes de montagne que je ne connaissais absolument pas. Et rentrer dans l'armée, ça a changé toute ma vie. Donc, je me suis engagée. À la suite de ça, j'ai fait mes 3 mois de classe, donc à Gap. Durant ces 3 mois, on apprend les fondamentaux de la vie militaire, que ce soit les terrains, marcher au pas, les champs. On apprend également la cohésion parce qu'on est en section et qu'il n'y en a pas un qui tombe. Voilà, il faut être tout le temps ensemble. On apprend le respect également de la hiérarchie, bien évidemment, mais surtout aussi les uns envers les autres. Donc servir, ça représente énormément d'engagement. Toute la vie change effectivement, mais c'est surtout aussi pour servir le pays, pour protéger. Donc, la France, mais aussi nos familles, nos amis, que ce soit sur le territoire français ou les territoires extérieurs. Capables de réagir rapidement pour faire face aux conséquences d'une catastrophe naturelle en métropole, tout comme en Outre-mer, les forces armées terrestres agissent en complémentarité et soutien des forces de sécurité intérieure ou des services de secours et d'urgence.
l'exemple de l'intervention suite à l'ouragan Irma en septembre 2017, celui des grandes crues de la baie de Seine en janvier 2018, illustre nos capacités et nos savoir-faire pour aider nos concitoyens dans les situations de crise. Devant vos yeux, une tempête vient d'avoir lieu. De nombreux arbres et obstacles jonchent le sol, obstruant les routes et bloquant les habitants dans le village de Nexter. Face à l'urgence de la situation et la nécessité d'employer des moyens spécifiques, le préfet décide la réquisition immédiate des forces armées. Les forces terrestres apportent leur concours aux services de secours et d'urgence pour accéder aux personnes isolées et mettre hors de danger la population. Engagée sur très court préavis, une équipe se rend sur la zone sinistrée à l'aide d'un hélicoptère Caïman de l'armée de terre, avec à son bord un chef de section du génie ainsi qu'une équipe de la sécurité civile. Dès sa mise à terre, l'équipe évalue rapidement le besoin en moyens d'appui afin de permettre le rétablissement des communications avec le village sinistré. Grâce à une valise réseau mobile appelée Remo, il communique par moyens satellitaires avec son poste de commandement mobile sur VAB de liaison appelé Astrid, que vous pouvez voir face à vous en fond de tableau. Le chef de section va rencontrer le maire pour préciser et évaluer les besoins critiques du village. Simultanément, l'équipe de sécurité civile commence une reconnaissance des lieux à l'aide d'un chien formé à la recherche de personnes. Bonjour monsieur le maire, nous sommes venus pour vous aider. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la situation? Oui, c'est une catastrophe. J'habite dans ce village depuis plus de 30 ans, j'ai jamais vu ça. Les arbres ont été soufflés comme des fétus de paille, les habitations ont été détruites. Juste là, une femme enceinte est bloquée. D'accord, très bien. On est venu avec des moyens spécialisés, on va pouvoir prendre en charge les victimes immédiatement. Est-ce que vous avez d'autres besoins urgents? Oui, alors il faudrait dégager l'axe juste ici et rétablir les moyens de communication qui sont coupés. Très bien, on s'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Soleil, ici vers 70. Posé Caïman dans le village de Nexter sans difficulté. Liaison grâce à la Rémo effective. J'ai pris liaison avec le maire. Le besoin le plus urgent est le dégagement de l'axe qui monte de la vallée, bloqué juste avant le village. Après reconnaissance hélico, un égrappe est nécessaire pour libérer la route. Une femme enceinte pourrait nécessiter une évacuation sous peu. Terminé. Face à vous, une équipe de la sécurité civile est en train d'intervenir dans les décombres. À l'aide d'un chien, elle recherche d'éventuelles victimes à secourir. Sur votre gauche, les moyens spécifiques du génie sont déjà en action. Appartenant à la 27e brigade d'infanterie de montagne, les sapeurs du 2e régiment étranger du génie commencent le travail de dégagement de la route. En plus des tronçonneuses, vous pouvez voir ici un engin du génie rapide de protection, dénommé EGRAP, ainsi qu'un tracto-chargeur du 19e régiment du génie. La route est désormais libre. Les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile ont rapidement extrait la femme enceinte, bloquée sous une dalle de béton. Ils la prennent en charge
afin de l'emmener au plus vite et en toute sécurité à l'hôpital le plus proche. L'unité d'instruction et d'intervention et de la sécurité civile numéro 1 est une formation de l'armée de terre, appartenant à l'arme du génie et mise pour emploi au ministère de l'Intérieur. Intervenant face aux catastrophes de toute nature, elle a pour mission de protéger les populations, sauvegarder les biens et l'environnement en temps de paix, de crise ou de guerre, en France comme à l'étranger. Souples et réactives, les forces armées terrestres entretiennent une expertise reconnue de la gestion des situations de crise. Elles s'insèrent naturellement dans un cadre interarmé et interministériel. Elles disposent de capacités de commandement et de coordination s'adaptant facilement aux situations les plus imprévues. Elles déploient des moyens mobiles légers qui lui permettent d'assurer à la fois la liaison avec les troupes engagées et la coordination avec l'ensemble des forces de sécurité, d'urgence et de secours. Dans les deux missions, Sentinelle et Opération Extérieure, c'est la même mission parce que dans tous les cas on s'entraîne, dans tous les cas on aide la population française, alors peut-être indirectement en Opération Extérieure, mais directement avec l'Opération Sentinelle. Alors par exemple, pendant la mission Sentinelle, j'ai pu aider à un certain moment 2 personnes qui se faisaient agresser par d'autres personnes. En descendant du véhicule, les agresseurs ont fui. Donc à ce moment-là, je me suis senti utile. Pour moi, la mission Sentinelle, c'est une mission qui permet de protéger les Français directement en collaboration avec les forces de police françaises. Nous avons quitté le village de Nexter. La femme enceinte évacuée par la sécurité civile arrive à l'hôpital de la ville voisine. Elle est tout de suite prise en charge par le personnel hospitalier. À présent, vous pouvez découvrir un autre volet des missions que les forces terrestres conduisent au quotidien au service de la sécurité des Français. L'opération Sentinelle. Chaque jour, plus de 7000 soldats patrouillent dans nos villes. Cette opération militaire vise à protéger nos concitoyens et sécuriser les lieux les plus sensibles et vulnérables. La patrouille que vous pouvez découvrir est ici engagée dans une ville de province. Les patrouilles, structurées en 2 trinômes aux ordres de leur chef, restent vigilantes et à l'affût pour déceler tout comportement et indice suspect. Un trinôme détecte un colis abandonné. Immédiatement alerté, le chef de groupe ordonne le bouclage et déploie tous ses moyens pour sécuriser la zone. Son premier souci est de protéger la population. Ayant établi son périmètre de sécurité, il rend compte au PC Crise. Soleil, ici vers 22. Je suis à l'arrêt de bus 100 mètres au sud de l'hôpital. Nous venons de détecter un colis suspect. Je sécurise les abords immédiats. Je demande un renfort pour établir le périmètre de sécurité et les moyens de lever de doute. Tout colis suspect est considéré par Sentinelle avec le plus grand sérieux. Face à la difficulté de déterminer la dangerosité d'un colis potentiellement piégé, les équipes d'aide à la détection et à la neutralisation humaine du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre sont essentielles. Vous voyez ici une équipe cynophile d'aide à la recherche et à la détection d'explosifs qui confirme que le colis contient de la matière explosive active. Iyomba et son maître
ont aussi, avant votre arrivée, contrôlé que les tribunes et leurs abords n'étaient pas piégés. Soleil, ici vers 22. Le colis contient de l'explosif. Nous étendons le périmètre de sécurité et demandons l'intervention des démineurs. Il faut désormais agir pour détruire ou désamorcer le colis piégé avant qu'il n'explose. Dans les situations les plus critiques et sur réquisition préfectorale, les démineurs de l'armée de terre peuvent intervenir sur le territoire national en complément du service de déminage de la sécurité civile. Les moyens spécifiques sont déployés pour venir disloquer le colis piégé. Vous voyez en action un démineur spécialisé du 2e régiment étranger de génie mettre en œuvre un mini-robot lui permettant d'intervenir à distance sans s'exposer inutilement. Nos patrouilles sont là pour protéger les Français, quelles que soient les circonstances. Mais elles constituent aussi parfois des cibles pour ce qu'elles représentent. C'est pour cela que les soldats engagés sur l'opération Sentinelle sont formés pour réagir de la manière la plus appropriée en fonction de la menace et de la situation. Les soldats de l'armée de terre sont rompus aux techniques d'intervention opérationnelle rapprochées. Ces techniques leur permettent de maîtriser toute forme de violence physique et d'éviter toute escalade. Sur votre gauche, un homme cherche à rentrer dans le périmètre de sécurité. Son comportement est résolument agressif. Il est armé d'un couteau et cherche à s'en prendre à un membre de la patrouille. Le soldat se protège aussitôt, désarme l'agresseur. Aidé par ses camarades, il immobilise l'individu. L'homme n'agit pas seul. Un second assaillant est immédiatement maîtrisé par une patrouille cynophile. Là encore, l'emploi du chien s'avère déterminant et particulièrement efficace pour neutraliser rapidement l'assaillant. Les chiens d'intervention sont régulièrement engagés en opération extérieure et contribuent à la protection de nos soldats. Sur le territoire national, dans le cadre de l'opération Sentinelle, le préfet peut décider d'ordonner la réquisition d'une patrouille cynophile. Soleil, ici vers 22. Le colis piégé a été détruit. 2 hommes ont agressé la patrouille pour entrer dans le dispositif de sécurité. Ils sont neutralisés. Nous attendons les forces de sécurité pour leur remettre les individus. Les attaques terroristes sont souvent le fait de fanatiques déterminés pour qui la vie n'a que peu d'importance. Les véhicules suicides chargés d'explosifs sont une menace très prégnante en opération. Ils font chaque année plusieurs blessés dans l'armée de terre. Cette menace meurtrière, autant pour les soldats que pour les populations, existe aussi sur le territoire national. Face à vous, une voiture suicide fonce dans la foule. La patrouille s'interpose rapidement, forçant le kamikaze à faire exploser son engin prématurément. Bien qu'il y ait des victimes, le pire a été évité. Soleil, ici RR22. Un terroriste vient de se faire exploser. Je demande d'urgence des moyens de secours et d'évacuation et du renfort sur la zone. Il y a des victimes. J'envoie un premier bilan des blessés dès que possible. L'intervention conjointe des sapeurs-pompiers de Paris et des militaires du régiment médical sur véhicules blindés
montre la pertinence de la complémentarité des moyens interministériels dans les situations de crise. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est en effet une unité militaire employée par la préfecture de police de Paris. Le détachement qui intervient sous vos yeux est articulé pour faire face à toutes sortes de risques. La lutte contre l'incendie, le secours aux victimes, la levée de doutes radiologiques, biologiques et chimiques. Il dispose en outre d'un véhicule de commandement avec vision interservice. Les sapeurs-pompiers agissent en coordination avec les éléments sentinelles et les forces de sécurité intérieure qui contrôlent la zone d'exclusion. Vous pouvez voir intervenir en tenue de couleur jaune des sapeurs-pompiers spécialisés dans la détection radiologique et chimique afin de contrôler la non-présence de produits toxiques sur le site de l'explosion. Les autres équipes s'attellent à la fois à la lutte contre l'incendie et à l'évacuation des victimes extraites de la zone vers le point de regroupement où les premiers gestes de sauvegarde sont effectués. Elles seront ensuite transportées vers les structures hospitalières désignées. Pour faire face à un scénario de type perte massive, les forces terrestres s'entraînent régulièrement avec les forces de sécurité intérieure sur le territoire national. Elles s'appuient pour cela sur leurs expériences des théâtres d'opérations extérieures où elles sont confrontées à des situations de crise et de guerre qui impliquent de nombreuses victimes, civiles et militaires. Quelles que soient les circonstances, et cela à tous les niveaux, le dispositif des forces terrestres fait preuve d'une grande réversibilité. Sachant s'adapter avec beaucoup de souplesse, cultivant l'intelligence de situation, c'est le même soldat qui intervient ici dans les rues de nos villes et qui agit là-bas, sur les théâtres d'opérations extérieures. D'ici 15 jours, je m'apprête à partir à l'opération Barkhane au Mali pour lutter contre le terrorisme. En OPEC, je suis parti pour armer le poste de sous-officier de transmission pour la compagnie, qui permet de donner les moyens d'élongation en radio pour que le capitaine puisse commander et rendre compte directement vers le haut, vers les supérieurs. Donc l'ennemi est toujours dangereux sur place au Mali, mais par contre, du coup, avec l'entraînement et les moyens technologiques qu'on a sur place, on a toujours un temps d'avance sur eux. Alors les formations se passent à l'ETRS, c'est l'école des radios pour l'armée de terre et pour toutes les armées, ce qui nous permet après de nous entraîner au SANTAC, donc à Maï. On a aussi le SANZUB pour le combat en zone urbaine. On a aussi tous les terrains de chez nous, la Courtine, le Chambaran, qui nous permettent de partir et de s'entraîner pour pouvoir être prêts en opération. L'autre volet de la protection et de la sauvegarde de nos concitoyens passe par l'engagement de nos forces hors de nos frontières. C'est la défense de l'avant. L'armée de terre dispose des capacités à constituer sur très court préavis une force ad hoc, équipée, entraînée et aguerrie, prête à être d'emblée projetée partout dans le monde et en toutes circonstances. Les brigades interarmes assurent à tour de rôle une alerte dans le cadre de l'échelon national d'urgence. Elles sont ainsi capables d'intervenir dans des délais très brefs, dans un environnement sécuritaire dégradé, en première force d'intervention, pour sécuriser nos ressortissants ou en appui de forces partenaires menacées. Le tableau suivant illustre la capacité des forces armées terrestres à mener ce type d'engagement. À la demande d'un pays ami lié à la France par des accords de défense, l'échelon national d'urgence intervient en autonome. Cet engagement est un signe fort de l'action de la France sur la scène internationale. Celle-ci veut permettre le rétablissement rapide de la situation. Le déploiement de nos forces est facilité par l'acquisition de renseignements de toute nature.
À la pointe de la technologie, l'armée de terre investit et exploite les champs immatériels les plus divers, du cyber à l'espace satellitaire. Parce qu'il faut savoir pour comprendre, et comprendre pour agir, le renseignement permet de définir les contours et la nature de la menace. Cette connaissance se fonde sur la complémentarité entre les moyens d'acquisition technique, tels que ceux de la guerre électronique, et les moyens humains. Face à vous, une équipe de recherche humaine du 2e régiment de hussards renseigne sur l'environnement de la zone d'action. Elle est équipée pour cela d'un VB2L et d'un quad. Le détachement est accompagné d'un petit véhicule protégé du 54e régiment de transmission. Cette unité spécialisée dans la guerre électronique met en œuvre des matériels d'écoute et de localisation. Soleil de Harfang, je suis aux abords du nord du camp de Castor. Un groupe rebelle est sur le point de s'en emparer. Les forces amies semblent dépassées. Suite aux informations fournies par les éléments de renseignement, la force possède une vision claire de la situation ennemie et son intervention commence au profit de la force partenaire. Sous vos yeux, appuyée par un peloton d'AMX-10 RC, la section d'infanterie débarque au plus près pour neutraliser le groupe rebelle. Le capitaine prend contact avec les forces partenaires en périphérie de leur camp. Bonjour, capitaine Samuel, armée française, je suis le chef d'élément qui vous apporte assistance. Non, capitaine, sur quel côté de pouvoir? Bon, maintenant, il faut qu'on se coordonne assez rapidement. Un, pour la défense du site. Ok, immédiatement. Ensuite, pour coordonner et planifier des actions conjointes pour la suite, au vu de la situation. Les premiers moyens déployés sont calibrés pour faire face à l'urgence de la situation. La force engagée est progressivement renforcée en fonction des capacités adverses, de la configuration du terrain et du type d'opération à conduire. Face à vous, les premiers éléments de ce renfort arrivent sur les positions amies. Le détachement est composé d'un véhicule de l'avant blindé, d'un camion d'artillerie César engagé dans l'opération Chamal en Irak. Le petit véhicule à chenillettes arrivant face à vous est en train de se placer en appui sur la butte sur votre gauche. Ce véhicule blindé à haute mobilité, équipant la 27e brigade d'infanterie de montagne, spécialement conçue pour les milieux difficiles, a été récemment engagé dans les pays baltes en accompagnement des chars Leclerc dans le cadre de l'opération Lynx. Il y a démontré toute son efficacité et notamment une grande polyvalence d'emploi. Enfin, au centre, vous pouvez voir l'installation des moyens de commandement et du centre de management de la 3e dimension, appelé CMD 3D, qui permettront la coordination des appuis aériens. Pour conduire la gestion d'une crise dans une approche globale, outre les opérations militaires,
la force contribue à la restauration de l'état de droit, à la remontée en puissance des armées du pays au travers du partenariat militaire opérationnel. Elle soutient l'État dans ses efforts de gouvernance. Elle favorise le retour à la vie normale pour les populations par la remise en état des infrastructures. Face à un ennemi imprévisible et dans un milieu aux larges espaces lacunaires, la situation sécuritaire peut toutefois très vite se dégrader. Les forces armées terrestres se trouvent le plus souvent confrontées à un ennemi furtif qui privilégie les actions de harcèlement à la confrontation directe. Pour faire face aux tirs de mortier et de roquettes artisanales, les moyens déployés, qu'ils soient humains ou techniques, participent à la protection de nos soldats. Les innovations récentes concourent à une protection accrue de la force. L'alarme sonore que vous venez d'entendre vient du radar GA10 ayant détecté les tirs de mortier ennemis. Cette alarme permet d'alerter nos soldats dans un délai suffisant pour leur mise à l'abri. Les capacités du GA10, associées à celles d'un système de localisation, permettent une riposte rapide de nos moyens d'artillerie. Face à vous, le César du 93e régiment d'artillerie de montagne mis en batterie a reçu les coordonnées du départ de coup et riposte instantanément. La fonction logistique, véritable cordon ombilical de la force, assure le ravitaillement de nos troupes, le soutien médical et la maintenance des matériels. Il faut pouvoir durer partout où les forces armées terrestres sont engagées. Depuis quelques années, l'engagement français dans la bande sahélo-saharienne doit composer avec des élongations logistiques hors normes. Les distances entre les différentes bases avancées conduisent à l'isolement relatif de certaines emprises. Ainsi, la fonction soutien, organisée en groupement tactique logistique, s'est adaptée pour répondre aux besoins des opérations et de nos soldats. Soleil de verre. Rupture de charge terminée. Recomplètement terminé. Demande autorisation de reprendre la progression. Vert de soleil reçu. Autorisation accordée. Prochain contrôle radio dans 1 heure. Terminé. Sur votre gauche, un sous-groupement logistique organisé pour une opération de convoi à l'image de ceux engagés quotidiennement au profit de la force Barkhane effectue son mouvement retour après une mission de ravitaillement. Parfois composé de plus de 100 véhicules de tout type, munis d'une escorte sous blindage, ces convois sont souvent une cible privilégiée par les groupes rebelles. Ces derniers emploient des techniques de harcèlement, comme l'utilisation d'engins explosifs improvisés en s'appuyant sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement. Bien souvent, l'ennemi profite de l'explosion pour tenter une action directe contre le convoi.
Soleil, reçu. Actuellement en contact par embuscade complexe. 2 pick-up ennemis me prennent à partie à l'arme légère et j'ai un véhicule détruit par IED. Je demande appui 3D immédiat. Vert de Soleil, reçu. Un hélicoptère Tigre arrive sur votre position. Face à l'urgence de la situation, le chef du convoi doit d'abord neutraliser la menace que représentent les 2 pick-up et les combattants terroristes avant de pouvoir intervenir sur le blindé ami détruit. Ainsi, il coordonne la riposte autonome de la force, mais peut également disposer de l'appui d'un hélicoptère d'attaque Tigre. Cet hélicoptère de dernière génération intervient sur court préavis et permet la destruction rapide de l'un des pick-up. Le second pick-up, qui a réussi à fuir la zone des combats, est immédiatement pris en chasse par un drone Reaper. Il est ainsi suivi à distance et pourra être intercepté ultérieurement. Soleil de Vert, un pick-up ennemi détruit. Sécurisation du convoi terminée. Contrôle génie en cours. Médecin prêt à intervenir. Message de demande d'évacuation à venir. Les soldats établissent un dispositif de sécurité. La situation est sous leur contrôle. Le chef de convoi fait procéder à la vérification de l'axe par les éléments du génie afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres engins explosifs. Cette action est indispensable pour se prémunir d'une seconde attaque par engin explosif et permettre l'intervention de l'équipe médicale. L'attaque par engin explosif improvisé est une menace majeure pour les troupes au sol. L'armée de terre améliore et valorise ces véhicules afin qu'ils apportent une meilleure protection au personnel embarqué. L'utilisation de brouilleurs permet de se prémunir des bombes déclenchées au moyen de systèmes électromagnétiques comme un téléphone portable. Pour faire face aux situations d'urgence, le chef du sous-groupement logistique dispose de toute l'autonomie nécessaire pour remplir sa mission. Il agrège ainsi à son convoi des moyens de combat, de dépannage ou de soutien médical pour gérer ce genre d'incident. Un message standardisé OTAN, appelé message 9line, est rédigé pour envoi au poste de commandement. Ce message permettra aux médecins qui assureront l'évacuation du blessé par hélicoptère, ainsi que ceux qui l'opéreront dans l'antenne chirurgicale avancée, d'avoir le maximum d'éléments sur la nature des blessures. Ce message est souvent passé par transmission de données, de manière écrite, ce qui permet d'éviter certaines erreurs. Soleil de Vert. Message 9line transmis par transmission de données. Zone de posée hélicoptère en cours de sécurisation. Une fois les lieux sécurisés, l'équipe médicale se met à pied d'œuvre pour prendre en charge les blessés et organiser leur évacuation. Cette médicalisation de l'avant, avec la présence de médecins au plus près de nos soldats, permet de sauver des vies. Les moyens terrestres ou aériens garantissent en outre la possibilité de pouvoir évacuer nos blessés dans les plus brefs délais. L'un des blessés devant vous est en urgence absolue. Son état nécessite une évacuation immédiate. Il est donc brancardé vers une zone de posée hélicoptère préalablement sécurisée. Ainsi est assurée son évacuation rapide vers l'antenne chirurgicale des armées la plus proche. Le second blessé, plus léger, est pris en compte dans le véhicule blindé médicalisé par le médecin du convoi. Les blessés ayant été pris en compte, le chef de convoi ordonne le remorquage du blindé endommagé pour pouvoir reprendre la progression. Le chef de convoi prend rapidement les dispositions pour reprendre au plus vite son déplacement en réarticulant son détachement. Rompu aux interventions dans des conditions complexes et rustiques, ces maintenanciers permettent au convoi de repartir sans abandonner de matériel sur le terrain. Soleil ici Vert. Évacuation par hélicoptère terminée. Le blessé léger catégorisé C reste avec le convoi. Opération de dépannage de véhicules endommagés en cours. Délai estimé avant reprise de la progression, 5 minutes. Terminé.
Les opérations de remorquage du véhicule sont conduites par les éléments lourds de dépannage du détachement. Le véhicule que vous pouvez voir se placer à proximité du blindé est un porteur polyvalent lourd de dépannage mis en œuvre par les maintenanciers du 6e régiment du matériel. Ok, je mets la mienne d'abord. Ok, je descends. J'avance. Ok. Ok, nickel. Je vais mettre la goupille. Pour moi, faut descendre un peu. Ok. Ok, nickel. Ok, en bas. Nous retrouvons le pick-up qui a été pris en charge par le drone. L'ennemi pense avoir échappé à la vigilance de la force et rentre sur son campement, dévoilant ainsi ses positions. Après analyse de la situation et des images, les forces spéciales terres interviennent sur décision du niveau stratégique. Le poste de commandement décide de mener une action pour neutraliser un terroriste connu, formellement identifié. Il fait appel aux forces spéciales terres. Une opération de capture est planifiée et conduite dans les meilleurs délais. Un hélicoptère Gazelle du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales embarquant un binôme tireur haute précision, plus communément appelé sniper, les opérateurs des forces spéciales se mettent en place aux abords de l'objectif. L'élément d'assaut du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine intervient simultanément, en véhicule spécialisé et au moyen d'un hélicoptère Caracal du 4e RHFS équipé d'une corde lisse. Renseignés en temps réel par le drone, les opérateurs prennent en compte l'ensemble des paramètres pour une exécution rapide de la mission. Le dispositif des forces spéciales est désormais en place. L'ordre est donné d'intervenir. Les opérateurs des forces spéciales investissent le campement de façon coordonnée, neutralisent les sentinelles et capturent le terroriste. Les opérateurs entament alors la fouille minutieuse du campement. Tout le matériel trouvé, armement, téléphone, équipements et documents, est récupéré pour exploitation et analyse. Les informations obtenues permettront d'enrichir et d'affiner les connaissances sur nos adverses et prévenir leurs actions futures.
Enfin, ils extraient la personne capturée de la zone afin de la remettre aux autorités judiciaires compétentes. Cette action illustre ainsi parfaitement la continuité de l'action dans les engagements des forces armées terrestres au travers de la coopération entre forces conventionnelles et forces spéciales. Ce mode d'action, employé régulièrement dans la bande sahélo-saharienne, constitue un facteur clé de la réussite de nos opérations. Sur le territoire national et en opération extérieure, les forces terrestres s'adaptent parfaitement aux menaces d'aujourd'hui pour contribuer efficacement à la gestion globale des crises. Fortes et réactives, elles disposent d'un panel complet de capacités permettant aussi de faire face à un engagement majeur. Alors avant chaque projection avec mes équipiers, on a un entraînement extrêmement poussé. Il est basé sur notre retour d'expérience. On part une fois par an en opération, dans les opérations contre l'ennemi qui sont assez intenses. Donc l'entraînement il est vraiment basé sur ce qu'on voit sur le théâtre. Donc les modes d'action de l'ennemi, comme ils progressent en permanence, on améliore notre entraînement. Déjà, on est tous des passionnés, on n'est pas là par hasard. Les gens sont tous extrêmement volontaires, ils sont appliqués dans leur travail. C'est vraiment un plaisir de s'entraîner tous ensemble. Il y a une grosse cohésion au sein des groupes et des sections. Donc oui, ça nous aide. Et évidemment, sur le terrain, on a des gens qui sont extrêmement combatifs. Et ça, pour le chef, c'est important de compter sur cette combativité de chacun des hommes à ses côtés. Le troisième tableau de cette démonstration dynamique qui va maintenant vous être présenté illustre les capacités interarmes de l'armée de terre dans le cadre d'un conflit de haute intensité face à un ennemi symétrique, c'est-à-dire doté de capacités de combat d'une armée moderne. La résurgence des menaces liées aux États-puissances et le risque de guerre ouverte imposent de disposer d'un modèle d'armée complet permettant de faire face à un ennemi technologiquement avancé dans un conflit de haute intensité. Pour répondre à cette menace confirmée par la revue stratégique, l'armée de terre forme et entraîne ses troupes, comme ses états-majors, à ce genre de scénario. Elle entretient ainsi ses capacités de combat interarmes et son interopérabilité avec ses alliés, tout en étant capable, en tant que nation cadre de l'OTAN, de mener une coalition dans une action de haute intensité. Le succès des opérations repose à la fois sur la clarté et la rapidité de diffusion des ordres, et sur la capacité pour tous les acteurs de disposer du bon renseignement en temps réel. L'objectif est bien d'avoir un temps d'avance sur l'ennemi dans le cycle de décision. À cet égard, le système d'armes Scorpion permettra d'accroître l'efficacité de nos structures de commandement
ainsi que nos capacités de combat afin de prendre l'ascendant sur un adversaire puissant. Les capacités de commandement de l'armée de terre lui permettent de concevoir et de conduire des opérations terrestres de niveau brigade à corps d'armée, dans un environnement interarmé et interallié. Cette vidéo illustre le travail de planification d'un état-major, ici celui de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Ce travail est le prélude essentiel à la bonne conduite d'une opération, ainsi qu'à la clarté des ordres transmis aux unités déployées. C'est lors de cette phase qu'est décidé du schéma de la manœuvre et des objectifs à atteindre. L'acquisition précise et rapide du renseignement est ainsi un enjeu capital dans un conflit de haute intensité, car il permet de prendre de vitesse l'ennemi et garantit l'initiative à nos forces. Grâce à un système de commandement numérisé permettant un suivi en temps réel de la situation tactique, l'état-major oriente au plus vite ses capteurs de renseignement. Dans un conflit de haute intensité, l'ennemi met en œuvre des matériels modernes et notamment des véhicules blindés. Vous pouvez voir se mettre en place au centre, au niveau des containers, un blindé ennemi représentant un poste de commandement. Afin d'acquérir le renseignement en vue de l'engagement au sol, une équipe de recherche des forces spéciales terre, larguée depuis un avion, effectue une infiltration sous voile dans la profondeur des lignes ennemies. L'équipe de recherche du 13e régiment de dragons parachutistes, déployée au sommet de la butte face à vous, est spécialisée dans les renseignements dans la profondeur du dispositif adverse. Capable de s'infiltrer en toute discrétion, elle renseigne en particulier sur des cibles à haute valeur ajoutée, comme ce poste de commandement ennemi. De plus, l'équipe de recherche possède les moyens et la formation pour guider un avion de chasse lors d'une frappe au sol. Les opérateurs des forces spéciales terre représentent 70% de l'effectif interarmé du commandement des opérations spéciales. Dotée de moyens d'observation performants, capable de fonctionner de jour comme de nuit, l'équipe détecte le poste de commandement ennemi. La mise en œuvre du nanodrone Black Hornet, que vous pouvez voir à l'écran, permet de rapidement confirmer le renseignement par l'image. Ce renseignement précieux permettra de détruire un élément clé adverse, désorganisant du même coup ses capacités de commandement. Soleil, ici Noir. J'ai visuel sur un poste de commandement ennemi, 700 mètres sud-ouest de mes positions. Je demande la destruction immédiate. Dans une opération interarmée, la force terrestre se coordonne avec la force aérienne par l'intermédiaire d'une cellule d'appui 3e dimension au sein du poste de commandement. Une fois l'ordre confirmé et les coordonnées de l'objectif retransmises depuis l'équipe au sol vers le pilote de chasse, l'action est engagée. Pendant toute cette dernière, l'équipe communiquera avec le pilote afin de bien confirmer la cible et d'en évaluer la destruction. Soleil, ici Noir. Destruction du PC ennemi confirmée. Une fois l'action terminée, les opérateurs au sol sont extraits par hélicoptère, moyen souple d'emploi et rapide, leur permettant de pouvoir être réengagés sur court préavis sur une autre mission. Ainsi, devant vous, vous pouvez voir un hélicoptère Caracal, mis en œuvre par le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales.
Mission pour vous. Vous emparer d'une ligne de débouché. Soleil ici vert, reçu. Pour tous les verts, en avant direction la ligne de débouché. Se déploient devant vous les éléments de premier échelon du sous-groupement interarmes, c'est-à-dire d'une force d'environ 200 soldats et d'une trentaine de véhicules de combat aux ordres d'un capitaine. Il commande l'ensemble des composantes lui permettant de combattre, d'être appuyé et de se renseigner en autonomie. Vous pouvez donc voir déployer à proximité du bâtiment face à vous 2 Charles Leclerc du 1er régiment de chasseurs constituant sa composante blindée, un véhicule de commandement VPC et un camion nommé Pamela, équipé du système d'armes anti-aérien Mistral du 11e régiment d'artillerie de marine. L'engagement des forces sol est conduit sur la base du renseignement recueilli. L'emploi des Charles Leclerc permet par sa puissance de feu et sa mobilité de rapidement détruire les objectifs fixés. Le commandant du sous-groupement qui suit au plus près ses éléments de tête dans son blindé de commandement VPC possède toutes les liaisons intégrées pour communiquer et suivre en temps réel la position de ses unités. Il est appuyé au plus près par une section d'artillerie anti-aérienne. Ce système couplé au radar Marta permet ainsi la détection d'aéronefs jusqu'à 15 km et leur destruction jusqu'à 5, créant ainsi une bulle de sécurité 3D. Dans un conflit majeur, face à un ennemi possédant une aviation opérationnelle, il est essentiel de bénéficier des moyens spécifiques de lutte anti-aérienne capables de détruire tout type d'aéronef attaquant les troupes au sol. Le système d'armes Mistral, dans sa version sur véhicule Pamela, est spécifiquement conçu pour accompagner les forces terrestres et assurer notamment la protection des postes de commandement. Vert de 70, j'ai décelé un aéronef en mouvement rapide, distance 7 km. Je détruis. La batterie Mistral déployée en protection du poste de commandement du capitaine décèle l'avion ennemi, l'engage et le détruit dès que ce dernier est à portée de tir. Vert de 70, destruction aéronef confirmée. Dans le but de faciliter la poursuite de l'engagement, des actions préliminaires telles que des opérations d'influence sont conduites notamment dans le champ immatériel et cognitif. Elles visent à renforcer la légitimité de la force, protéger la population et démoraliser l'ennemi pour l'amener à se rendre. Ces actions s'insèrent dans un processus de ciblage qui permet de délivrer des messages appropriés à chaque situation. Afin de poursuivre les actions de préparation à l'engagement et d'acquisition de renseignements, la force se doit d'employer différents capteurs en les orientant successivement ou simultanément en différents points de la zone d'opération. La complémentarité des capteurs de renseignement est ainsi fondamentale pour multiplier les sources d'accès à l'information avec différents angles de vue. Que le renseignement soit d'origine humaine, image ou électromagnétique, l'enjeu est toujours de réduire les délais de traitement entre l'acquisition et l'exploitation. Vert, ici Tonnerre, j'ai laissé un char ennemi en appui 5 km ouest de nos positions. Tonnerre, ici Vert, reçu. Un char ennemi en approche est décelé par le Va-Bison que vous pouvez voir à l'écran et devant vous en place, devant le bâtiment. Ce véhicule de guerre électronique du 54e régiment de transmission
est équipé de moyens d'écoute et de localisation performants. Soleil, ici vert. Je demande tir artillerie sur char ennemi en appui 5 km ouest de mes positions. Vert, ici Soleil. Accordé. Foudre en préparation. Le lance-roquette unitaire que vous pouvez voir se mettre en place face à vous, au niveau du bâtiment, est servi par le 1er régiment d'artillerie. Ce système d'armes a été modernisé pour tirer des roquettes unitaires capables d'atteindre des cibles de haute valeur ajoutée avec une précision inférieure à 5 mètres jusqu'à 70 km de distance. Foudre de Soleil. Déclencher tir sur position du char repéré. Soleil de foudre. Reçu. La demande de destruction du char ennemi est faite sur les bases du renseignement recueilli par le VAB Bison et l'ordre est donné par le poste de commandement de détruire ce blindé par l'emploi d'un lance-roquette unitaire LRU. Cette action illustre l'importance de la rapidité de diffusion d'un renseignement du capteur, ici de guerre électronique, vers l'effecteur, ici le LRU, via l'échelon de commandement en charge de la prise de décision. La capacité de tir du LRU permet également l'acquisition d'une nouvelle cible sur très court préavis. Cette action de combat, préalable à l'engagement direct, illustre la nécessité pour l'armée de terre de disposer des moyens et des techniques afin de devancer l'ennemi dans le traitement de l'information et donc dans la prise de décision. Lui imposer notre rythme et notre volonté, tel est l'enjeu. Le système Scorpion relèvera ce défi, permettant une boucle de décision plus rapide avec une meilleure mise en réseau des capteurs et des effecteurs. L'infovalorisation garantira un partage automatique des informations du combattant débarqué jusqu'au pilote d'hélicoptère en passant par l'artilleur ou le sapeur et permettant une manœuvre interarmes plus fluide et plus rapide. Scorpion assurera à l'armée de terre de conserver son temps d'avance face aux autres armées modernes. Malgré ces pertes, l'ennemi poursuit sa marche en avant dans le but de reprendre le terrain perdu, en essayant de bousculer nos unités de tête grâce à l'emploi combiné de l'infanterie et des chars de la bataille. Vous pouvez ainsi voir se déplacer de la gauche vers la droite l'élément interarmes ennemi avec les chars sur les flancs et le véhicule de combat d'infanterie au centre. Le peloton de chars Leclerc que vous pouvez voir immédiatement face à vous est installé de manière à barrer toute offensive ennemie. Le capitaine commandant le sous-groupement s'apprête à engager le combat. 50 de vert. Détruisez tous les ennemis face à vous. Vert de 50. 2 T-72 détruits. 50 ici vert. Nouvelle mission pour vous. Couvrir l'action de 20 qui va s'emparer de la position ennemie. Grâce à la puissance de feu et la haute mobilité du segment blindé, nos forces prennent l'ascendant contre un ennemi doté d'une puissance de feu symétrique. Le capitaine a donné l'ordre aux chars Leclerc de déborder la position des chars détruits pour couvrir l'action de l'infanterie qui réduira les poches de résistance laissées par l'avancée des blindés. Vert, de 20. J'ai visuel depuis mes positions d'appui sur un véhicule de combat type BMP-2, aux abords du village. La section d'infanterie en charge de l'assaut installe un dispositif en appui face à l'objectif. Avant d'entamer sa manœuvre,
le chef du sous-groupement va devoir détruire à distance le blindé ennemi repéré. Il utilise donc le groupe en appui avec son missile moyenne portée. Grâce à ses capacités de tir, la section est à même de renseigner et surtout de détruire tout objectif de type abri ou blindé. Ce système d'armes avec un missile à charge creuse indétectable de dernière génération vient d'entrer en service dans l'armée de terre et équipera prochainement les unités en opération, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Ce matériel permettra de bénéficier des dernières innovations technologiques pour l'acquisition des cibles, la conduite du tir au-delà des vues directes et la destruction de sa cible par le haut. 20 ici vert. Détruisez le blindé en appui à votre initiative. Vert, ici 20. Reçu, je détruis. Malgré la destruction de ces blindés, l'ennemi tient néanmoins encore des positions clés du terrain avec des unités d'infanterie. Ces combattants ennemis à pied ont pour mission à partir de zones favorables de freiner la progression de nos forces et peuvent constituer localement des points de résistance forts. Cet ennemi résiduel doit donc être mis hors de combat et le chef du sous-groupement doit alors organiser le nettoyage de ces positions en conduisant une action interarmes où les combattants d'infanterie débarqués devront s'emparer des positions tenues. Cette action est appelée réduction de résistance isolée. Au cours de cette manœuvre, les fantassins, ici du 2e régiment d'infanterie de marine, constitueront l'élément d'assaut. 20 ici vert. Nouvelle mission pour vous. Vous emparez de la position ennemie. Ordre est donné à la section d'infanterie de s'emparer de la position. Pour ce faire, les VBCI débordent à l'abri des vues pour venir se placer en position d'assaut. Vert ici 20. Je suis sur ma base d'assaut. Je demande déclenchement des tirs d'appui et tirs fumigènes. Les tirs d'appui sont demandés par l'élément d'assaut afin de prendre pied sur l'objectif. L'emploi du VBCI permet par sa capacité de mobilité, de protection et de tir d'effectuer ce que l'on nomme un débarqué d'assaut au plus près des positions adverses. Cela crée une sidération de l'adversaire et augmente la puissance du choc de l'assaut, permettant ainsi aux fantassins de s'emparer de la poche de résistance. Vert ici 20. Je me suis emparé de la position ennemie. En mesure de tenir ma position. Après s'être emparé de ces objectifs, une réarticulation des forces s'avère bien souvent nécessaire pour s'adapter à la nouvelle situation tactique. Vous pouvez ainsi voir arriver de la droite un porte-engin blindé venant extraire de la zone d'opération un char Leclerc. Ce porte-engin, mis en œuvre par le 511e régiment du train, est capable de transporter des blindés de 60 tonnes pour rapidement les mettre en place ou les désengager. La force terrestre peut ainsi conduire des bascules d'effort permettant à ces engins d'atteindre une zone nouvelle d'opération et avec le meilleur potentiel en vue de nouveaux engagements. Ah, les gars, vous maintenez l'observation, c'est bien. Vous êtes vigilants. Bien vos secteurs. Pas de blessés, tout le monde va bien. Consommation.
Mesdames et messieurs, la présentation qui s'achève vient d'illustrer le large panel des capacités de l'armée de terre. Ce modèle complet d'armée permet à la France d'apporter une contribution déterminante à la gestion globale des crises de toute nature, depuis leur déclenchement jusqu'à leur résolution sur le territoire national comme en opération extérieure. Pour cela, l'armée de terre maintient en permanence un dispositif réactif et interopérable qui permet à ses unités et à chaque niveau de s'insérer dans un cadre interarmé, interministériel ou multinational. Grâce à un continuum dans la formation, l'entraînement et l'engagement, le même soldat sait s'adapter à tous les types de menaces et quel que soit l'environnement. Ses capacités seront renforcées grâce au système Scorpion, dont le déploiement progressif commencera dès 2019. Intégrant les nouvelles technologies, Scorpion constituera la plus importante transition capacitaire de l'armée de terre depuis 3 décennies. Ces apports décupleront les aptitudes tactiques des forces terrestres en les faisant rentrer dans l'ère de l'infovalorisation et du combat collaboratif. L'ensemble de ces équipements, actuels et futurs, vont maintenant vous être présentés plus en détail, à travers les divers stands où vous serez accueillis par les soldats qui les servent. Nous vous remercions de votre attention et nous vous inviterons à quitter la tribune une fois l'aubade de la fanfare et bagade de la 9e brigade d'infanterie de marine terminée.